t'as des gens qui vont te dire le luxe, ça commence à partir de 2 millions. Il y a une notion de chiffre, mais c'est pas que ça. Dans le luxe, tu vas pas faire une vente par mois. Donc en fait, il faut juste prendre en considération qu'il y a des années où tu peux faire 0 et des années où tu peux faire 2 millions d'euros. Les agents immobiliers, bien que très souvent indépendants, ils peuvent rentrer d'autres clients, mais tu te rattaches à un cabinet parce que c'est le cabinet qui va t'apporter ta répute, ton apport d'affaires et tout. Quand tu as fait 10 ans d'immobilier, la question se pose. Est-ce que je continue de partager ce que je gagne ou est-ce que je gagne à 100% ma commission? La plupart des agences vont facturer entre 3 et 4% à Paris. Par contre, dans le sud de la France, t'es plus haut. T'es entre 5 et 6%. À Paris, t'as tellement d'agences que t'es obligé de baisser tes prix à un moment donné pour émerger. 3 ventes à 1 million d'euros, il te reste à la fin de l'année net 47 000 euros. Tu le divises par 12, ça te fait 4 000 euros dans ta poche. Salut Emeline, ça va? Bienvenue. Salut Clémence, merci de m'avoir invitée. Écoute, je suis très contente que tu sois là. C'est par Thomas avec qui on travaille qu'on a été mis en contact. Yes. Donc toi, tu viens de Aix, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai pris le train ce matin et en arrivant, je pensais qu'il allait faire moche comme d'habitude à Paris. En fait, c'est grand soleil. Mais oui, c'est vrai. J'ai C'est ramené la le première soleil. fois depuis environ 2 ans, donc t'as de la chance. Alors, donc je vais te laisser te présenter. Ouais, j'ai quitté Paris il y a 5 ans. J'étais en start-up quand je suis arrivée à Aix, dans le codir d'une boîte dans l'intérim digital. Et puis, Qui s'appelle comment? Qui s'appelle GoJob. Ok. J'embrasse Pascal Lorne s'il nous écoute. Et donc, après cette expérience, j'avais besoin d'un peu de repos. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de l'immobilier. On en avait fait un peu en famille, donc... C'était un truc, ça te grattait, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, on sort du Covid à ce moment-là, et j'ai tous mes potes de Paris qui me disent « je veux débarquer dans le sud ». Et donc, je visite plein de maisons pour eux. Ah ouais, là tu t'es dit, il y a un truc à faire. Attends, il y a un truc à faire. Et avant de visiter les maisons, tu prenais les mandats déjà? T'avais le réflexe de rentrer les mandats? Non, c'était pas pour du des potes, tout. quoi. Je facturais même pas, j'aurais dû, j'en ai fait tellement que... Et donc, si tu veux, ça coïncide. J'ai des potes qui arrivent de Paris, je fais déménager ma famille aussi, donc on cherche des maisons, je passe du temps quand même sur ce sujet-là, et au passage, j'arrête l'expérience start-up. Et je me dis, ok, je vais prendre des retours d'expérience de personnes qui, comme moi, anciens cadres dirigeants, se sont reconvertis dans l'immobilier de luxe. Ah oui, donc directement, t'as décidé d'aller chercher la niche de luxe. Ouais, parce que c'était ma sensibilité, c'est les codes que je connais, c'est... J'adore le luxe, j'ai envie de gagner plus d'argent, on va se mettre dans le luxe. Alors, t'as ça aussi, mais c'est surtout garder tu vois, des discussions ultra enrichissantes, des gens que tu rencontres qui vont être ultra brillants, ultra passionnants, et c'est important pour moi de conserver ça. Et donc, je rencontre, si tu veux, des agents immobiliers qui sont dans différents réseaux d'immobilier de luxe. Et là, ils t'apprennent le métier, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent... Parce que tu fais pas une formation que tu payes, en fait, c'est des gens qui te forment. Il existe des formations. Et en général, c'est quand tu es plus jeune, tu vois, tu fais un BTS immobilier pour pouvoir travailler dans l'immobilier. Okay. Mais c'est quand même un métier où il y a beaucoup de reconversions. Ok, je savais pas ça. Petite crise de la quarantaine, tu dis tiens, est-ce que je ferais pas de l'immobilier? À 50 ans, tu as un super réseau, tu dis bon, super, tous mes potes ont des maisons à 2 millions, est-ce que je vais pas aller les aider à vendre les leurs? Donc je discute avec eux, en fait, si tu veux, de leur reconversion. Comment ils ont vécu le move, en fait. Tu vois, passer de CEO à agent IMO, qu'est-ce que ça fait? Donc on parle de blessures d'ego, on parle de rentabilité aussi. Comment tu passes d'un gros salaire à et là, une inconnue directement, totale. Ils te disent quoi quand tu débarques? Ils te disent c'est plus dur financièrement ou au contraire, ça te chauffe? T'as de tout. Je discute avec des gens qui sont en fin de course, qui arrêtent. Je discute avec des gens qui sont trop heureux parce qu'ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Ils ont une liberté infinie. C'est ça la beauté, mais on va en parler, mais c'est ça la beauté de ce métier aussi, c'est de gérer complètement son emploi du temps. Ouais, en fait, t'es libre, mais t'es quand même, ce que tu disais, rattaché à des agences. Donc, tu sais que t'es pas tout seul non plus, parce que souvent, t'as des En fait, la différence, et ça, tu vas me l'expliquer, c'est que les agents immobiliers, bien que très souvent indépendants, c'est un peu comme les avocats qui sont collab dans leur cabinet, c'est-à-dire qu'en soi, officiellement, ils sont indépendants, ils peuvent rentrer d'autres clients, mais tu te rattaches à un cabinet parce que c'est le cabinet qui va t'apporter ta répute, ton apport d'affaires et tout. Ouais, c'est ça la logique des agents immobiliers. Ouais, la logique, c'est t'as 2 options. Donc, soit c'est une profession qui est réglementée par une loi qui s'appelle la loi Hoguet, qui date de 1972. Cette loi, elle dit que tu ne peux pas exercer cette profession si tu n'as pas la carte transaction, la carte T,
qu'on appelle la carte T, pour pouvoir vendre, accompagner la vente en tout cas de biens immobiliers. Et une fois qu'on s'est dit ça, en fait, tu as 2 options. Soit tu as les qualités requises pour obtenir ta carte T et donc tu deviens chef d'entreprise d'une agence immobilière et tu la montes from scratch. Parce que c'est un enfer à obtenir ou c'est cher ou c'est compliqué? Non, ou c'est alors tu as plusieurs options. La première option, c'est que tu as été salarié pendant 4 ans dans une agence immobilière. Mais bon, la plupart, en fait, sont pas salariés, à part quelques directeurs, mais sinon, c'est vrai que c'est assez rare. Soit tu as un bac+3 minimum avec une coloration, soit compta, soit juridique, soit commerce. Donc soit tu dois te recoller des études pour cocher les cases. Le vrai frein, il n'est pas là, c'est le coût. En fait, une agence immobilière, soit elle est physique, soit elle est digitale. Si elle est physique, tu vas avoir des coûts de structure. Bien sûr, énorme. Ça, c'est un premier point. Il faut avoir pignon sur rue partout. Voilà, tu as ça, mais c'est pas le plus gros frein à l'entrée. Le plus gros frein à l'entrée, c'est le coût de la multidiffusion sur l'ensemble des plateformes d'annonces. Tu sais, quand tu cherches une maison ou un appart, je sais pas si tu es en recherche, on en reparlera après l'émission. Et tu vas aller te connecter sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Bien Ici, sur Jinka, Figaro Imo aussi. Ouais, je fais un peu de la pub à certains de mes clients au passage. Non mais tu vois, et ça coûte super cher. Donc il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier, qui connaissent rien, ils ont besoin de se former et ils n'ont pas forcément de trésor. Donc d'abord tu testes. C'est un petit peu comme aller en CDI d'abord, et puis après tu montes ta boîte. Dans l'IMO, d'abord tu t'adosses à une agence. Oui, qui va aussi t'apporter cette répute et potentiellement des mandats, donc c'est-à-dire des biens à vendre. Là où toi, tu n'auras pas forcément de réseau au début, donc tu vas pouvoir apprendre à être vendeur, apprendre à réussir à convaincre quelqu'un à bien faire une visite, j'en sais rien, sans avoir un réseau, parce que le réseau te sera apporté par ton agence qui va t'envoyer faire des visites, enfin qui va t'envoyer des trucs à vendre déjà. Peut-être, ou pas. Mais oui, l'idée c'est ça en tout cas, c'est de se dire je m'adosse à une agence qui me correspond. Donc si je me lance en tant qu'agent immobilier, j'ai plusieurs options. Soit je m'adosse à une agence ultra locale, qui a pignon sur rue et puis qui est là depuis 50 ans, qui connaît bien le quartier par exemple. Et là tu as une stratégie plutôt locale. Toi, tu te dis, non, moi, je suis dans une dynamique peut-être un peu plus internationale. Je vais choisir une agence, je vais pas les citer, mais une agence en tout cas qui existe aussi dans d'autres pays, parce que je parle anglais, parce que je veux continuer d'adresser une clientèle internationale. Bref, tu as plein de colorations différentes en fonction de la typologie des agences. Et après, c'est à toi de choisir en fonction de ton affinité. Ok, donc toi, tu t'es dit, moi, c'est IMO de luxe, c'est ce que je vais savoir faire, ce qui va m'intéresser, potentiellement aussi le réseau que tu avais à cette époque-là. Donc tu t'es lancé, tu as appris avec des gens qui l'avait déjà fait, qui avait fait une reconversion, et t'es devenu agent immobilier. Et ensuite, il s'est passé quoi? Écoute, j'ai appris en fait avec quelqu'un qui était directeur d'une agence, donc qui connaissait le métier depuis déjà 5 ans, et on a vraiment fait un binôme. Donc j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un toujours disponible pour répondre à mes questions. Et ça dans la région d'Aix? Enfin, toi, t'as toujours opéré... Marseille. T'as toujours opéré dans la région de Marseille? Ouais. Ouais. Donc, toi, tu es à Marseille, tu t'associes avec cette personne qui te donne des conseils, qui t'aide, et là, tu te mets dans une agence, donc tu te rattaches à une agence. Ouais, alors t'es pas associé. Hein. Non, mais tu t'associes, pardon. Tu as un contrat d'agent commercial, donc t'es mandataire, en fait. Tu as un contrat qui te permet de travailler sous la bannière de l'agence que tu as choisie. Et ça te permet de travailler sans cette fameuse carte T qui amène avec elle tout un tas de coûts et notamment de contraintes, même. De coûts et de contraintes et tout. Et... Enfin, voilà, en gros, si tu veux avoir la carte T, c'est que tu ambitionnes aujourd'hui, en tout cas, dans un marché très bouché qui est le métier des agences. Si tu veux faire ça, c'est parce que tu te dis, je vais révolutionner telle partie, donc je vais créer une agence. Et j'imagine, j'en sais rien. Mais je sais pas si tu révolutionnes, mais en fait, quand tu as fait 10 ans d'immobilier, la question se pose. Est-ce que je continue de partager ce que je gagne ? Ou est-ce que je gagne à 100% ma commission? On va faire notre petit calcul. Déjà, c'est quoi agent immobilier de luxe? C'est-à-dire que, toi, en plus, t'exerces pas à Paris. Donc, à Paris, tu peux pas dire tu vends un bien à 1 million, c'est du luxe. Parce que, en fait, à Paris, c'est le prix au mètre carré est hors de prix. Donc, à 1 million, c'est pas du luxe, c'est la norme. Si t'achètes un truc familial, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire luxe, en fait? Super point. Ouais. C'est marrant parce que j'ai un épisode de mon podcast qui parle de ça. C'est quoi l'immobilier haut de gamme? Ton podcast qui s'appelle, oui, parce qu'évidemment, En visite, Emeline est évidemment très multicasquette. On en parlera après. On mettra évidemment tous les liens qui concernent Emeline dans le descriptif. Non, mais c'est une super question et ça mérite en fait bien 25 minutes pour en parler, mais je vais essayer de faire hyper court. Que nous n'avons pas. Ouais, c'est clair. Non, en fait, tu as des gens qui vont te dire le luxe, ça commence à partir de 2 millions. Plus communément, tu dis, OK, à partir de 2 millions, c'est du luxe. À partir de 5 millions, c'est de l'hyperluxe. T'en as qui vont dire non, l'hyperluxe, c'est à partir de 15 millions. Tu as raison, il y a une notion de chiffre, mais c'est pas que ça, en fait.
tu peux avoir un tout petit appartement, place des Vosges, de 30 mètres carrés, mais refait par une architecte d'intérieur ultra connue, dans lequel a habité un acteur ultra connu pendant les vacances l'été dernier. Ça va être super coté et c'est pas une question d'argent parce qu'en fait, 20 mètres carrés, tu vas pas les vendre 10 millions d'euros. En fait, c'est pour ça qu'on peut en parler de manière chiffrée. On peut parler de mètres carrés, on peut parler de taille d'une propriété qui fait 10 hectares, on peut parler du prix du bien. Mais parlons de ton expérience à toi, de ce qui a été 3 ans, les 3 dernières années d'immobilier de luxe. Qu'est-ce que tu as vendu en moyenne, ton panier moyen dans le sens prix moyen d'un bien que tu as vendu? Alors moi, sur Marseille, c'est un marché qui est assez particulier. Les prix au mètre carré sont assez bas. C'est quoi la moyenne? 7 000? Non, moins 5? Ouais, sur moi, le marché que j'adressais, on est aux alentours de 7 000. Okay. Mais si tu regardes globalement les chiffres, on va te sortir un 3-4 000. Et quand tu dis marché que t'adresses, c'est-à-dire des maisons et pas des appartements dans le centre, etc. Tu peux avoir des appartements rooftop dans des résidences ultra sécurisées, super cotées, en mode un peu condo comme tu as aux États-Unis. Et ça, c'est assez recherché. Mais ouais, on va dire que c'est 7 000 du mètre. Là où tu vas payer 10 du mètre à Paris, qui est le plus petit prix, 10 du mètre à Marseille, c'est cher. Tu vois. Donc en fait... moi, j'ai été plutôt sur des biens entre 1 et 2 millions, tu vois. 1 et 2 millions, ok. Et souvent, c'était quoi? Juste donne-moi quelques... J'imagine que ça dépend beaucoup, mais... Eh ben, je peux te donner un exemple, ouais. J'en ai un qui me vient à tête parce que j'ai adoré les clients, donc forcément, c'est à eux que je pense en premier. C'est un hôtel particulier dans le 6e. Et en fait, c'était génial parce que j'ai mis une annonce off-market. Donc, tu sais, c'est une annonce où tu vois pas de photo. Tu vois juste une photo floutée avec marqué confidentiel dessus. Et ça veut dire quoi quand c'est off-market? Ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, dans mon cas, j'avais envie... de pas communiquer tout de suite sur cette... Parce que c'était tellement une pépite que tu t'es dit je vais la vendre à des gens comme ça, je vais trouver, c'est ça? Alors, pour être totalement transparente, j'avais pas le droit, avec l'agence avec laquelle j'étais à l'époque, de communiquer de cette manière-là sur les portails d'annonces. C'était pas la policy de la boîte de ne pas mettre de photos. On devait toujours mettre des photos. Mais je voulais vraiment tester ce modèle-là. Et en fait, ça a cartonné. J'ai eu un truc comme 4 demandes en 2 heures. Et en fait, dans les demandes, j'ai eu un cabinet d'avocats qui voulait racheter cet hôtel particulier pour ses associés. Et un autre, je ne sais pas si je peux en parler, mais en tout cas, c'est une boîte dans l'immobilier aussi, plutôt dans la construction neuf, qui avait besoin de délocaliser ses bureaux à Marseille. Et ils nous ont fait une offre au bout d'une semaine. Qui était ouf. Qui était presque au prix. Il y a eu un peu de négo, mais quasiment au prix. Et avec des super zonos. Ouais, donc, c'est quoi des super zonos? Honoraires, super honoraires. Alors, je vais revenir sur... pas forcément sur ma tu veux dire facture. Au-delà de 5%? Au-delà de 5%, c'est génial, ouais. C'est très rare. En fait, la plupart des agences vont facturer entre 3 et 4% à Paris, sur l'Île-de-France. Par contre, dans le sud de la France, t'es plus haut. T'es entre 5 et 6%. Y a différentes raisons. La première, c'est la concurrence. À Paris, t'as tellement d'agences que tu es obligé de baisser tes prix à un moment donné pour émerger. Et puis historiquement aussi, tu as des acteurs locaux dans le sud de la France, notamment dans les Alpilles et le Luberon, qui est un marché où tu vas avoir beaucoup de grosses propriétés à plus de 5 millions d'euros. C'est le plus gros du marché du luxe là-bas, où il y a un acteur qui a été capable de fidéliser sa clientèle depuis plus de 60 ans, sur des niveaux d'honoraires qui sont hauts et qui reflètent la qualité du service aussi. Alors, revenons, donc on va dire, donc on va essayer de quand même faire un calcul avant que tu m'expliques toutes les spécificités, juste pour que tout le monde puisse se projeter. Je suis agent immobilier, je vends un bien à 1 million d'euros. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, imaginons, tu es sur ta moyenne là, de 5%, on s'est dit. Okay. Donc 5%, on part là-dessus. Tu as 5% TTC. Attention, c'est hyper important. Une différence entre TTC et hors taxe, c'est quand même 20 points. Donc tu as vendu 1 million, tu as pris 50 000 euros de frais d'agence. Mais tu n'es pas tout seul, puisqu'il y a l'agence qui est avec toi, et toi, tu es le collaborateur. Donc là, tu vas avoir certainement, au moment du contrat, tu as dealé une répartition des honoraires avec cette agence. Cette agence avec laquelle tu es rattaché et grâce à laquelle tu peux vendre, comme on l'expliquait juste avant. Exactement. En général, dans le luxe en tout cas, tu vas être entre 30 et 50% sur la répartition. La moyenne, elle est à 40. Là, on a fait l'exemple plutôt, on va faire l'exemple sur 50 parce que c'est plus facile. Ouais, faisons l'exemple sur 50, t'as raison. Et ça existe et il faut négocier pour être à 50%, c'est pas important. Donc, on va prendre cet exemple. Bah oui, c'est le goal. Message porteur d'espoir. Si j'arrive à être à 50 avec l'agence avec laquelle je suis rattachée, c'est que j'ai fait tout le boulot, c'est-à-dire, évidemment, j'ai vendu l'appartement, mais j'ai aussi, ce qu'on dit dans l'immobilier, rentrer le mandat, ce qui veut dire trouver cet appartement et c'est moi qui l'ai mis en vente. Quoi. Ouais. Il y a hyper simple à comprendre, soit tu as fait l'entièreté de la vente de A à Z, tu as trouvé le propriétaire
et l'acquéreur, soit tu n'as fait que la moitié, qu'un bout. Mais et donc tu vas diviser ces 50% par 2, donc tu prendras que 25%. C'est ça, donc en fait, tu as la moitié si tu fais 5% du job, et t'as un quart si tu fais 50%. Voilà. Non, mais si je caricature, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les honoraires, elles sont 5%. Quoi qu'il arrive, l'agence à laquelle tu es rattaché prendra la moitié. Ouais. Et ça, c'est dans le cas où tu as fait la chaîne de valeur du job. Ouais, yes. Et si tu n'as fait qu'une partie, c'est-à-dire que tu n'as seulement vendu cet appartement et que tu n'as pas rentré le mandat, tu prendras seulement un quart du split si on fait un énorme... on fait un raccourci, mais chaque agence a sa petite spécificité. Et chaque agent aussi a ses capacités de négo. Mais on va prendre cet exemple qui est le plus simple. Ouais. Et donc moi, ça veut dire que je suis agent, j'ai vendu mon bien 1 million. Il m'en reste donc 25 000 bruts. Total brut. Total brut. Va falloir qu'on dans la poche et ensuite, alors raconte-moi quel gros bout de gras on va enlever à ces 25 000 €. Alors, t'enlèves de la TVA à 20 points. Si tu commences ton activité, tu payes pas nécessairement de TVA. Ta TVA, tu commences à la payer à partir d'un palier qui est autour de 37 000 €, je crois. Ok, bon, mais on va faire... Donc, on va faire comme si tu l'as payé, ça fait 3 ans que tu es en activité. Moi, c'est mon cas, par exemple, je la paye, la TVA. Donc, je la reverse tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend. Tu divises par 1,2, ça fait 20%. Exactement, il te reste... un peu plus de 20 000 €. Plus de 20 000 €. 21 000 €. Voilà, ok. Une fois qu'on s'est dit ça, tu as tes cotisations sociales, donc tu as ton URSSAF. Dans les grandes lignes, 20%. Depuis le 1er janvier 2025, c'est 24,6%. Okay, bon, pour ceux qui sont en première année d'activité, tu divises par 2 parce que t'as un petit cadeau. Mais bon, il faut quand même faire ses projections sur 24,6 parce que l'année prochaine, ça va passer à 26 en plus, donc il vaut mieux anticiper. Ok, donc là, tu réenlèves à peu près 25% de nos 20 000 qui nous restaient après la TVA. Faut pas oublier, un petit truc qu'on oublie toujours dans le calcul, c'est le CFP, c'est la cotisation à la formation professionnelle. Ça, c'est le CPF, c'est quand toi, fais une formation... Mais c'est la CFP, en tout cas, le nom de la taxe. C'est pas beaucoup, mais ça te fait quand même augmenter un peu ton taux. Donc là, je réenlève un bon 5 000 € si j'ai bien compris. Un peu plus de 5 000 €, yes. Donc il me reste 15 000, on va dire 15 000 €. Ouais, c'est ça. On a déjà enlevé 10 000 € à nos 25 000. Bon, c'est déjà un peu plus maigre. C'est costaud, hein. Je rappelle, un bien vendu à 1 million d'euros. Il faut aussi le vendre, le bien à 1 million dans notre économie. 1 million, ça va, c'est liquide. C'est liquide, enfin, je veux dire... 1 million d'euros, tu peux le vendre si c'est un appartement, tu peux le vendre en 1 mois. Si c'est une maison, c'est un peu plus long parce que tu vas avoir un délai incompressible. Et c'est là où ça change tout, en fait. C'est que ce chiffre... Donc là, le total de mes charges, donc j'ai enlevé quasiment 10 000 €, il me reste 15 000 €. Et là, tu te dis, ok, ça peut être vendu en 1 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais quasiment 10 000 € par mois. Et là, tu vas me dire... Non, parce que tu vends pas un appart à 1 million tous les mois, j'imagine. Non, on a pris cet exemple à 1 million, mais tu peux prendre, par exemple, une vente à 2 millions. T'as pas pris 15, t'as pris le double, t'as pris 30, tu vois. Donc déjà, il y a cette variation sur le prix du bien. Il y a la variation sur l'honoraire que tu auras réussi à négocier, parce que parfois, tu signes un mandat à 5%, mais ça peut tomber à 3%. Plein de raisons. Il peut y avoir des cas où il y a eu un apporteur d'affaires. Donc, c'est pas toi qui a eu l'info de la vente de la maison. Donc, lui, tu vas lui devoir de l'argent. Bien sûr. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20%. Donc là, on est plutôt dans un cas d'usage qui est un peu le meilleur des cas. C'est-à-dire que sur un bien à 1 million, t'en récupères 10 000 dans ta poche après les charges ou 25 000 bruts, peu importe. C'est bien, quoi. Ouais, c'est un cas sympa. T'en vends combien par an, par exemple, des comme ça, en moyenne ? Dans le luxe, tu vas pas faire une vente par mois. Ouais, mais enfin là, s'il te reste que 10 000 € dans ta poche, et encore, on n'a pas compté tout ce qui est charges fixes. S'il me reste que 10 000 € dans ma poche pour un bien à 1 million... Là, t'as 15 quand même. Tu m'as enlevé 5, je sais pas où tu as enlevé 15, 5. Pardon. S'il me reste que 15 000 € dans ma poche, il faut que j'en vende... Oh, alors, ok, je dois pas en vendre un tous les mois, mais je dois quand même en vendre un tous les 3 mois. Là, après, tu te dis, tous les 3 mois, je sais pas. Si on prend cet exemple-là, on prend le CA. Imaginons que tu as vendu 3 biens à 1 million d'euros. Toi, dans ta poche, du coup, tu as 75 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, si le calcul en net, il te reste 47 000 €. Si tu divises... Là, on arrive déjà à un salaire annuel qui est en net, qui est tout à fait correct. C'est ce qu'on vient de se dire. Hein. Tu vois, 3 ventes à 1 million d'euros. Si tant est que tu aies ces conditions-là avec ton agence de partage, que tu as bien trouvé et le propriétaire et l'acquéreur... Dans un bon cas de figure pour les 3 apparts que tu as vendus. Que tu as tapé 5% d'honoraires à chaque fois. Enfin bon, voilà, si on suit ce use case-là et qu'on multiplie par 3, il te reste à la fin de l'année net 47 000 €. Tu le divises par 12, ça te fait 4 000 € dans ta poche. Mais il y a un peu des charges fixes quand même. Alors ça dépend si tu adresses le métier en région ou à Paris. Par exemple, tu vois, moi qui suis en région,
Je fais énormément de routes. Là, j'avais à la vente un domaine de 50 hectares dans le Luberon, à 1h30 de chez moi. Donc, si je veux faire une visite, c'est 1h30 aller, 1h30 retour. C'est du temps de dingue. Ouais. 3 heures sur une journée, tu fais que ça quasiment, quoi. Ouais. Plus le temps de ta visite, donc t'imagines 50 hectares. Tu fais pas chaque mètre carré, tu vois ce que je veux dire, mais t'es là pendant 2 heures au moins sur le terrain. Ouais, donc t'as fait 5 heures pour une visite qui hypothétiquement pourrait aboutir à une vente. C'est-à-dire que tu peux... dans un cas de figure, là, moi, de mon point de vue, je me dis, ok, t'en vends 3 par an, 3 à 1 million, t'arrives à te... Bon, on n'a pas mis les impôts, mais en gros, dans ta poche, t'arrives à gagner entre 3 et 4 000 euros si je fais un énorme raccourci. Ouais. C'est vraiment pas dégueu, quoi. Mais ça, c'est... ça, même si on se parle que de 3 apparts à 1 million, ça reste pas si simple. Moi, c'est un peu ça que je comprends entre les lignes. Le truc, peut-être, quand même, c'est que là, on se parle d'appart ou de maison à 1 million. C'est pas représentatif du marché du luxe. Si tu t'adosses à une agence qui est vraiment positionnée luxe, ton but, c'est pas de vendre 3 trucs à 1 million par an. Bien sûr. C'est d'avoir un portefeuille avec une vingtaine de biens. Okay. Là-dessus, tu vas avoir un taux de transformation peut-être de 10%. Il faut que tu aies des biens à 5 millions, des biens à 4 millions, des biens à 1 million, des biens à 2 millions. Donc, il faut que tu aies un business mix qui soit intéressant. Et les petits biens, c'est important parce que ça te permet quand même d'avoir un matelas de sécurité. C'est plus liquide, ça va plus vite dans les ventes. Tu peux mixer, par exemple, des apparts qui se vendent plus vite que des maisons parce qu'il n'y a pas de délai de prescription dessus. Des maisons avec du terrain, ça, c'est important. Donc, en fait, il y a aussi une stratégie, tu vois, dans le développement de ton portefeuille. Et puis après, tu as des années où tu as de la chance, des années où tu n'as pas de chance. Donc... en général, quand tu rentres dans une agence immobilière, on te demande d'avoir 1 an de trésor. Moi, je te le dis, je demande à mes candidats d'avoir 3 ans de trésor. Parce que tu sais pas ce qui va pouvoir se passer. Je veux dire, la dissolution, c'était pas prévu. Avant qu'on commence l'épisode, tu m'as posé la question s'il y avait des variations sur le marché. Oui, en fait, alors des variations, je sais qu'il y en a, mais ma question, c'était plutôt... Je parlais avec Chris, par exemple, tout à l'heure, qui me disait... D'ailleurs, c'est dans l'intro, je crois, de cet épisode. Il disait que sur les 2 dernières années, il y a 2000 agences immobilières qui ont fermé et que ça fait plus 36% de fermeture, enfin une augmentation de 36% des fermetures d'agences, d'agences qui font faillite. C'est pas si hallucinant que ça parce que en fait ce qu'il faut prendre c'est pas ce chiffre, c'est l'historique qu'il y a derrière. C'est que ça faisait 20 ans qu'il y avait une croissance sur l'immobilier. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été en crise, quoi. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une... Il y en a eu, hein. Il y en a eu une manière un peu éphémère, mais pas une comme ça. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est qu'il y a eu le Covid. Et en fait, ça a cartonné l'immobilier à ce moment-là. Donc, tout le monde a voulu se reconvertir dans l'immobilier. Enfin, j'en fais partie. Donc, trop d'offres, pas assez de demandes. Exactement. Ouais. Donc, en fait, ces trop d'agents, pas assez de vendeurs. Elles permettent aussi de faire respirer le marché. C'est ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant, c'est que j'ai l'impression que ça permet aussi de reposer des bases un peu plus saines en termes de fluctuation de personnel dans ce marché, quoi. Ouais, après, c'est pas drôle, hein. C'est des gens qui sont dans de grandes difficultés. Mais je crois qu'on est à un moment, en tout cas de l'immobilier, où on est en train de se poser quand même un peu la question de réinventer les modèles. C'est pas simple parce que cette loi qui encadre la profession, elle n'a pas été revue depuis 72. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis quand même. Et tu as plein de nouveaux modèles qui essayent d'émerger. Et je pense qu'il va se passer des choses dans les 5 prochaines années sur la manière dont on facture les clients. 5% du prix d'un bien, 50 000 euros. Tu vois, c'est, je sais pas, c'est peut-être le prix des études de tes enfants. C'est le seul métier où tu travailles gratuitement jusqu'à... Mais oui, mais ça, c'est fou. Moi, ça m'hallucine, ça. Il y a quelques métiers où tu travailles au succès, mais c'est plus anecdotique. Là, c'est la norme. C'est que tu commences à délivrer déjà de ton temps. Tu commences à faire des visites, à faire des estimations, des photos, des vidéos, du montage, ton compte Instagram, tu publies, tu réponds aux commentaires, tu réponds aux annonces. Tout à l'heure, tu m'as demandé c'est quoi la différence entre un bon agent et un mauvais agent. Ouais. Bah, franchement, elle est hyper difficile cette question, mais t'as des agents qui vont être ultra investis dans leur personal branding. C'est comment ils se mettent eux en avant pour fitter avec leurs futurs clients. Tout ça, c'est vraiment passionnant. Déjà, ça permet de comprendre un peu comment ça fonctionne, ce système en fait, d'agents immobiliers. Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est cette question des pourcentages. C'est-à-dire, évidemment que les pourcentages sont si faibles, mais tu te dis, attends, si t'as pas trouvé le mandat et que t'as juste vendu, ce qui, moi, de mon point de vue extérieur, est une partie énorme du boulot,
tu vas te prendre seulement un quart et l'agence à laquelle tu es rattaché va capter 3/4 de ta commission, enfin d'une commission qui pourrait être... alors il y a quand même une explication, c'est pas... comment dire Après, ils ont la carte, donc je veux dire, sans eux, tu... Ouais, mais c'est pas... C'est pas que de la noto, c'est aussi grâce à eux, tu vends, quoi. Ouais, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'investissement, comme on le disait. Si tu prends ta carte T, tu montes ton agence, ça va te coûter ultra cher de diffuser tes annonces sur tous les portails. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'investissement d'une agence immobilière quand ils leur donnent leur bien à la vente. On a l'impression que c'est gratuit parce qu'on ne paye pas. Et ça fait des années qu'on est habitué à ne pas payer en tant que propriétaire. Je pense que ça a été différent à une époque. Les estimations aujourd'hui, c'est gratuit. Toi, tu vois, tu veux faire une estimation de ton appart, tu ne vas pas payer. Enfin, ouais, mais il y a 20 ans, c'était payant. Ah ouais? Pourquoi ça l'est plus? Je sais pas. Parce que... t'as une telle concurrence qu'il y en a un à un moment donné qui se dit moi je vais pas faire payer, je vais faire gratuit. Et puis tout le monde fait gratuit. C'est ça en fait. Le gros du truc, c'est la concurrence qui a explosé. Si moi demain j'arrive, je viens te voir, je te dis ok Clémence, je vais prendre ton appart à la vente. Par contre, je vais te faire payer les photos. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire je vais te dire au revoir. Ça va même pas me payer mes photos. Je vais te dire non mais alors là, mais je vais ailleurs. Bah ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait les particuliers, ils sont habitués à avoir du service gratuit. Et c'est pas que dans l'immobilier. C'est dans tout. En fait, t'es habitué, t'arrives, je veux vendre mon appart, je te donne les clés, je suis la reine d'Angleterre et vends-moi mon appart hyper cher. Il y a un peu de ça aussi. T'as un truc de pouvoir quand tu vends un truc, j'ai l'impression, non? En fait, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que je sais pas s'il y a un truc de pouvoir, non, je pense pas. Je pense que les gens qui ont envie de vendre vraiment, ils ont juste envie de vendre pour avoir d'autres aventures, d'autres projets. Voilà, c'est tout, tu vois. Il y a 2-3 chiffres qui sont intéressants, qui sont de l'autre côté. Une agence IMO, si elle t'aide à vendre ton bien, elle va investir beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va payer? Elle va payer le shooting photo. Si c'est, par exemple, un gros domaine dont on a parlé, là, 50 hectares dans le Luberon, ça peut être très cher, oui. Bah, y en a pour 500-600 €. Tu vas investir aussi sur toutes les plateformes d'annonces. Tu vas payer Belle Demeure, tu vas payer Figaro, tu vas payer... Tout ça, c'est hyper cher. Et puis, combien de temps tu vas le payer? Tu sais pas. Que tu le payes pendant un mois, bien sûr, pendant 6 mois. Tu as des maisons qu'on vend au bout de 4 ans. C'est fou. Ah ouais, ça, c'est donc, pendant 4 ans, tu n'es pas payé. C'est un investissement. Tu te sors tous les mois de l'argent pendant 4 ans. Et est-ce que dans ces cas-là, tu vas renégocier ta commission avec le vendeur? Genre, ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à vendre ton truc. On veut bien continuer, mais si on le vend, c'est 6% et pas 5%? C'est rarement dans ce sens-là. Le vendeur, en général, il va avoir une réaction que je critique pas, qu'on pourrait tout savoir, mais il va changer d'agence. Oui, il va dire non mais attends, non seulement tu ne me vends pas mon truc, mais en plus de ça, tu vas me faire payer plus cher. Oui. Donc en fait, toi, tu auras investi pendant 3 ans pour que le mandat parte à la concurrence. C'est quoi les gros leviers de négociation si je sais pas, je vends mon appart, comment je vais négocier avec mon agence avec une agence, 2 agences, les mettre en concurrence plusieurs agences ou pas? Comment j'ai un levier pour dire bah non, je vais te donner que 4%, mais par contre je donne qu'à toi. Comment ça marche tout ça, par exemple? Bah, tu vois déjà la manière... Je te donne des conseils pour les clients, pardon, pas les ennemis. Quelle horreur. Il y a un truc de guerre dans cet épisode-là. J'ai fait exprès. Non, en fait, tu sais quoi? En fait, la manière dont tu poses la question, déjà, pour moi, il y a un truc qui va pas. C'est que le propriétaire, il devrait pas être en train de se dire « Mais attends, toi, je vais te donner 4 et toi, je vais te donner 3 ou toi, je vais négocier ta com. » T'as déjà vu un métier dans lequel c'était les clients qui fixaient le prix, toi? C'est lunaire. Mais c'est ce qui existe, donc ta question est pas bête parce que c'est la réalité du marché. Ouais, c'est ça. Mais c'est une aberration. Donc toi, t'es en train de me dire qu'il y a un problème dans comment fonctionne le système, quoi. Moi, je suis en train de te dire qu'il y a une habitude des propriétaires à négocier les frais d'agence. Qui est une très mauvaise habitude. Ce que je veux dire, c'est que tu choisis... je me mets dans la tête d'un propriétaire. Peu importe le montant de la commission, en fait, je veux choisir le mec qui va me vendre mon bien. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est très vrai. Si je signe avec toi, t'es l'agence Le Pic, toi, t'es à 5%. Je vais me lancer. Juste après dès qu'on arrête d'enregistrer, je vais me lancer. Non, mais non, toi, tu vas te lancer, t'es à 3%. Quand tu te lances, t'as besoin de manger, t'as 3%. Okay, et à côté, j'ai l'agence Stéphanie. Par hasard. Bon, bah, l'agence Stéphanie est à 5%, l'agence Le Pic est à 3%. En fait, je préfère donner 5% à un mec qui va me vendre ma maison que 3% de rien du tout. Si toi, je crois pas en toi, parce que t'es pas assez pugnace, t'es pas assez téméraire, t'as pas suffisamment de support de diffusion, t'es pas assez international, tu parles pas anglais, par exemple. Les gens qui vendent, ils vont vraiment regarder tout ça, ils vont pas juste... Ça dépend ce que tu vends. Si là, on est dans l'immobilier de luxe. Ouais. T'as une résidence secondaire à Saint-Rémy-de-Provence. Tu sais que tu vas le vendre à un Suisse, à un Belge, à un Allemand, un Anglais, un Américain. Si tu as en face de toi quelqu'un qui parle pas anglais, qui maîtrise pas les codes... Et qui a pas de réseau dans ce... Qui a pas de réseau, qui comprend pas Vraiment, qui a pas les codes, bah en fait, il peut te facturer 2 ou 3%, mais 2 ou 3% de rien du tout, puisqu'il n'y aura pas de vente. Donc ça sert à rien.
Donc, c'est ça la bonne logique. Hein. Je fais un peu de pédagogie au passage. Non, mais c'est bien. C'est juste de faire des partenariats qui sont constructifs et qui amèneront vers le succès, quoi. C'est un peu ce que tu dis. Enfin, je veux dire, j'avais pas en tête que c'était à ce point-là un métier des reconversions, parce que moi, c'est vraiment un gros sujet sur ce podcast. Il y a plein de métiers où en fait, tu réalises que c'est super populaire dans les reconversions professionnelles, qui est vraiment un gros truc aujourd'hui. Je veux démarrer, je veux me reconvertir. C'est cool. T'as un conseil que tu donnerais ou un truc à faire pour bien se lancer? Ouais, je pense que c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions à soi-même. Tu vois, par exemple, pour moi, il y a une ambivalence qui est hyper claire entre je suis salarié et je suis indépendant. Peu importe que tu sois agent immobilier ou pas, ça, c'est la première question. C'est si tu es salarié, tu as de la sécurité. Si tu es indépendant, tu as de la liberté. Mais du coup, l'un et l'autre sont il y a des risques, exclus le pendant positif de l'autre. Donc, si tu dis, OK, moi, je suis prêt à avoir de l'insécurité financière, émotionnelle aussi. Hein. Quand tu rates des ventes, il faut être accroché quand même. Donc ça, c'est la première question. C'est quelle est ta personnalité? Et en fonction de ça, est-ce que tu es prêt à être indépendant et avoir les points positifs qui vont avec et aussi les faiblesses de ce modèle-là. Deuxième question, c'est plus dans quel milieu tu évolues. Si tu veux faire du luxe et que tu n'as jamais mis les pieds dans une villa à 5 millions d'euros, sincèrement, je vais peut-être me faire des ennemis quand je dis ça, mais c'est ce que je crois. Ça veut pas dire que c'est une vérité, mais c'est ce que je pense. S'adapter à ton marché, à ton futur marché, quoi. Être capable de t'adapter, être capable de... Ouais, parce que là, on ne se parle pas de compétences techniques. Il y en a certaines à acquérir sur le juridique, sur l'urbanisme, notamment quand on est en région, il y a quand même des dossiers qui sont costauds. Il faut s'accrocher, hein. Il y a des choses qui sont complexes. Mais je pense que ce n'est pas la priorité, parce que si tu as la tête bien faite, en fait, tu vas comprendre. Mais par contre, je crois vraiment que tu peux cartonner si tu n'as jamais fait d'immobilier, que tu te reconvertis, mais que tu as les codes. En tout cas, on parle d'immobilier de luxe. Tu as les codes, que tu es capable de construire un réseau. Et que tu l'as déjà un peu construit. Autour de moi, j'ai des gens dans l'immobilier de luxe qui ont la moyenne d'âge, ceux qui cartonnent le plus, franchement, ils ont 50 ans. Ils ont 50 ans, ils ont un super réseau. C'est des anciens cadres dirigeants de très belles boîtes françaises. Ils se reconvertissent et en fait, ils vendent à leurs potes, ils vendent les trucs de leurs potes. Exactement. Et là, sincèrement, on a des... dans certaines agences, il y a des top billers qui vont aller claquer des scores aux alentours de 1,5 million, 2 millions d'euros. Et un truc que je me demandais, c'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est trouver des acquéreurs ou est-ce que c'est trouver des mandats? Trouver des acquéreurs, en fait, tu les cherches pas, quoi. Tu fais pas de la chasse. C'est pas comme du recrutement où tu vas chasser les candidats. C'est que tu vas mettre une annonce en ligne et il y a des gens qui vont répondre. Tu vas les appeler, tu vas les qualifier et tu vas leur faire visiter le bien. T'as jamais de problème d'inbound? Jamais des trucs où ton personne veut l'acheter? Bien sûr que si. Et après, chaque agence a sa stratégie. Les biens que tu n'arrives pas à vendre, il y en a dans toutes les agences. En fait, des biens que tu n'arrives pas à vendre, ça peut être pour plein de raisons qui diffèrent, mais ça peut être, par exemple, tu vois, cet été, il y a eu la dissolution, ça a mis un gros coup d'arrêt. Et encore plus sur l'immobilier de luxe, parce que tu parles de politique, il y avait quand même un gros... il y a toujours un point d'interrogation sur la fiscalité française. Donc en fait, plus personne ne voulait faire de mouvement, tout le monde se disait on va attendre de voir ce qui se passe. C'est pas plus personne, mais quand tu achètes un appart à 200 000 euros, en fait, de savoir si c'est la gauche ou la droite au pouvoir, de savoir si les taxes de succession elles vont augmenter ou pas, tu t'en fous, t'es pas impacté par ces sujets-là. Si tu achètes un truun truc à 5 millions, tu te dis attends, parce que si derrière je vais devoir en payer la moitié. C'est toute ta stratégie patrimoniale en fait qui change. Donc l'immobilier de luxe, on dit toujours qu'il n'est pas impacté, que le luxe n'est jamais impacté. Mais c'est vrai, on dit ça. Il y a toujours des transactions, évidemment. Il y a toujours des gens qui veulent acheter. Mais on ne peut pas nier que le marché il est quand même ralenti quand il y a des secousses économiques, politiques. Mais par contre, ça repart sur le marché premium. Et je pense que s'il y a un marché où il faut se positionner quand tu es agent immobilier aujourd'hui, c'est ce marché sur des biens entre 600 et 1,5 million. Mais en fait, tu as le mass market, tu as le premium et tu as le luxe, tu as l'hyper-luxe. C'est un peu les 4 catégories. Donc en fait, le luxe, c'est pas accessible à tout le monde. Si toi, demain, tu veux te lancer... tu vas sur du premium pour des cadres, quoi, en gros. Mon point, il est plus macro. C'est une analyse vraiment simple. C'est de dire qu'il y a un volume d'affaires qui est assez important pour les biens entre 600 000 et 1,5 million, là où il est moins important pour les biens au-dessus de 2 millions d'euros. Les biens au-dessus de 1,3 million, il y a une étude qui est sortie très récemment. Au-dessus d'1,3 million, c'est 10% des transactions en France. Sur 900 000 transactions. Donc, tu fais le calcul, c'est rien du tout. Sûr. Et tu as 20% du marché dans le sud. Moi, je parle du sud parce que j'y suis, mais c'est que 20% du marché dans le sud. Le reste, c'est à Paris. Donc,
moi, ce que je dis, c'est que si tu veux te lancer demain en tant qu'agent immobilier ou tu es déjà agent immobilier, mais tu veux te positionner sur un segment où tu vas bien gagner ta vie, je pense, mais encore une fois, ça m'engage que moi, c'est qu'il faut te positionner sur des biens entre 600 et 1,5 million. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir des commissions qui sont quand même intéressantes. Parce qu'une commission sur un bien à 300 000 euros, en fait, c'est rien. C'est pas assez pour vivre. Sûr, et en même temps, c'est suffisamment liquide pour que tu en fasses beaucoup. Pour que tu en fasses suffisamment. Très intéressant. Je vais te laisser bientôt, on a dépassé à fond. C'est pas grave. Ton plus gros coup le premier, parce que le premier, je te dis, ça s'est fait en une visite avec le couple dont l'épouse était enceinte. Première visite, offre au prix. C'était ma première négo, j'étais trop contente. C'est une maison dans le 12e à Marseille. Okay. Quartier très résidentiel, pas spécialement luxe d'ailleurs, plus premium dont on vient de se parler. J'avais négocié avec le propriétaire un deal en fait où c'était 1,180 million la maison et j'ai pris 80 000 euros d'honoraires. Ah ouais, c'est donc ça bien. Fait 7,3% d'honoraires. Mais attends, mais n'importe quoi ça. C'est pas du tout ta négo. T'es bon, t'es pas bon. Ah ouais, donc tu m'as vraiment raconté un chiffre tout à l'heure qui était. On peut le péter. Enfin, je veux dire, c'était un chiffre qui n'a pas de plafond de verre, quoi. Il y a plein de leviers pour pouvoir négocier des honoraires. On en fera peut-être un épisode parce qu'on a dépassé le temps, mais ouais, c'était mon meilleur coup. Mais c'est même pas une question de coût, c'est super relation avec mon client. En plus, et franchement, il était hyper content. Un beau symbole pour débuter aussi. Ouais, carrément. Et j'ai pas payé de TVA parce que c'est la première vente. Et j'avais un URSSAF à 11%, donc c'était chambé. Donc clairement, t'en plus beaucoup, je comprends. C'est le premier. 2 dernières toutes petites questions, très rapidement, mais je pense que je connais la réponse à celle-là. Si c'était à refaire, tu le referais? Ouais, grave. Grave. J'ai rencontré des gens géniaux. Pour le petit clin d'œil, la première personne avec qui j'ai travaillé, mon binôme qui m'a formé, c'est le parrain de mon fils aujourd'hui. Wow. Donc, c'est génial. Cool. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce secteur d'activité. J'en ai fait un podcast et c'est génial parce que je rencontre des gens ultra enrichissants, inspirants, brillants. En visite, yes. Qu'on va mettre dans le descriptif, podcast spécialisé dans l'IMO. Ouais, exact. Et puis, en parallèle, je pense que la reconversion, c'est tellement une belle expérience de vie. En fait, C'est sûr. Et puis, en fait, en dehors de reconversion, qui est un mot qui peut être parfois un peu valise, moi, ce que je trouve cool, c'est de se dire que tu peux changer de métier tout le temps et qu'il ne faut pas trop se mettre une expression très démodée que j'adore, la rate au courbouillon. T'es plus vieille que ce que je pensais. Oui, non, je sais. Mais je fais plus jeune. J'ai l'air d'avoir 12 ans, mais en fait, j'en ai 42. Bref, c'est... Et, T'as vraiment 42 ans ? Ouais. Sérieux ? Mais non, pas du tout. Ah putain, je me suis dit, mais donne-moi ton chirurgien qui te fait le Botox. Non, en fait, je suis Brian Johnson. Donc, je pratique l'anti-aging. Non, j'ai pas 42 ans, j'ai 30 ans. Ok. Toute dernière question, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel t'aimerais savoir combien ça gagne, que j'aille le chercher ? Ouais, en fait, j'en ai plein. Hein. T'as remarqué que je m'intéresse à tout. Donc, le recrutement, pour le coup, je sais combien ça gagne. C'est un peu... T'as envie qu'on lève le voile là-dessus ? Ouais, en fait, c'est transactionnel, c'est comme l'immobilier. C'est un peu les mêmes mécanismes. Et c'est intéressant de faire le bridge avec l'IMO. Avec l'IMO, ouais. Ok, j'irai chercher cabinet de recrutement. Il faut que je trouve un fondateur d'un cabinet de recrutement. Je te donnerai quelques noms. Contacts. Super. Et on va faire ça. Merci beaucoup, Emeline. On va suivre tes projets, tes aventures et tout ce que tu développes en IMO, qui n'est pas que vendre des appartements et vendre des biens, mais plein d'autres choses que tu raconteras pour les gens qui vont suivre tes aventures. Merci d'être venue, c'était trop cool. Merci Clémence, intéressant. Trop cool. À bientôt, salut. Salut.